Bonjour, bienvenue à cette formation au métier de juriste d'entreprise. Elle se décline en 7 modules de formation qui vont faire de vous un juriste d'entreprise opérationnel sans passer forcément par la case expérience professionnelle comme cela a été le cas jusqu'aujourd'hui. Howard Becker nous rappelait que tous les métiers ont leur ficelle, leur manière de faire simplement des choses que les profanes trouvent très compliquées. Oui, il s'agit de démystifier cette fonction en apprenant les méthodes, les manières, les outils qui feront de vous moins profanes, qui vous rendront moins profanes et qui vous permettront d'être des professionnels confirmés. Il nous sied de rappeler le contexte de cette formation. En effet, le métier de juriste d'entreprise est un métier assez récent, mais de plus en plus recherché. Et son exercice est basé sur une méthode et des outils. Or, on constate une absence de formation pratique et adéquate, celle existant n'offrant que des savoirs théoriques. Les compétences uniquement obtenues que par des stages pratiques en entreprise ou dans les cabinets juridiques, ce qui est un réel problème auquel la présente formation tente de trouver une solution. À la fin de cette formation, vous serez capable de mieux comprendre le rôle du juriste d'entreprise et le cadre d'exercice de ce métier. Vous allez apprendre à découvrir les astuces et secrets pour améliorer votre positionnement en entreprise en tant que juriste d'entreprise. Vous allez reconnaître les facteurs susceptibles d'influencer l'exercice du métier et cela va vous permettre d'anticiper. Vous saurez créer et démontrer votre valeur ajoutée en tant que juriste d'entreprise car c'est ce qui intéresse après tout les employeurs, vos employeurs. Vous allez apprendre à concevoir des outils de travail. Vous saurez concevoir des outils de travail pour réussir votre mission avec efficacité, tout en découvrant les règles et astuces pour organiser au mieux la fonction juridique ou optimiser cette organisation. Vous saurez quand et comment faire recours à l'externalisation pour améliorer votre organisation juridique à l'interne. Et cela va vous amener également à intégrer les astuces et compétences pour une mission et une carrière de juriste d'entreprise réussie. Vous saurez faire une gestion stratégique de la fonction juridique tout en assimilant les techniques et les astuces du management d'une équipe juridique et atteindre vos objectifs. Vous saurez assurer une gestion stratégique des risques et des problèmes juridiques. Et enfin, vous saurez comment négocier et gérer le budget de la direction juridique. Pour atteindre ces objectifs, notre programme de formation va se décliner en 7 modules comme précisé plus haut. Le module 1 qui porte sur la présentation, la connaissance du métier de juriste d'entreprise. Le module 2 va nous amener à découvrir les compétences, les missions et les rôles du juriste d'entreprise. Nous allons apprendre en module 3 à organiser la fonction juridique. En module 4, nous apprendrons la gestion stratégique de la fonction juridique. Le 5e module nous portera vers le management d'une équipe juridique. Le module 6 nous amènera à nous concentrer, à faire un focus sur quelques tâches du juriste d'entreprise. Et le module 7 nous apprendra les outils, les méthodes de travail du juriste d'entreprise dans le cadre d'un panorama. Sans plus tarder, nous allons aborder le premier module, celui qui va nous permettre de faire la présentation et la connaissance du métier de juriste d'entreprise. Dans le cadre de ce premier module, nous allons décortiquer la notion de juriste d'entreprise pour mieux la comprendre. Nous allons voir les particularités du métier de juriste d'entreprise par rapport aux autres métiers juridiques comme celui d'avocat, de notaire,
de juges, de magistrats, de juges, etc. Nous allons apprendre le cadre juridique et déontologique d'exercice du métier de juriste d'entreprise. Et enfin, nous reviendrons à l'interne pour parler de la culture juridique d'entreprise. Sans plus tarder, abordons la notion de juriste d'entreprise. Rien de nouveau, puisqu'il n'y a rien qui se crée de nouveau. Cette définition, nous la connaissons en tout cas pour l'essentiel. Juriste vient du mot iuris, iuris qui signifie donc juriste, juriste qui vient lui-même de droit. Donc juriste, quand on parle de juriste, on évoque un double sens. Juriste praticien et juriste apprenant ou étudiant. Le juriste d'entreprise, quant à lui, est donc un praticien de droit employé par l'entreprise, en tout cas une entreprise ou une organisation, pour l'assister, la conseiller, la défendre et protéger ses intérêts. Alors le juriste d'entreprise n'est pas un juriste qui fait autre chose que celle d'apporter son assistance juridique à l'entreprise. Il n'est pas totalement intégré dans l'entreprise. Il n'est pas celui donc qui n'est pas intégré totalement dans l'entreprise et ne vit pas chaque jour ses réalités. C'est le cas notamment des avocats, des notaires, qui sont souvent des conseillers juridiques des entreprises, mais qui ne vivent pas au sein de l'entreprise pour en connaître les réalités quotidiennes. Eux, ils ne peuvent pas être considérés comme étant des juristes d'entreprise. Donc, par contre, de plus, disons, quand un juriste d'entreprise est recruté au sein d'une organisation et qui fait autre chose, c'est-à-dire dont le rôle n'est pas de conseiller l'entreprise, de l'assister sur les questions juridiques, mais qui occupe une fonction qui n'a rien à voir avec le juridique, il ne peut pas non plus être considéré comme étant un juriste d'entreprise. C'est le cas généralement des juristes d'entreprise qui sont recrutés pour assurer les fonctions de gestionnaire des ressources humaines ou d'autres postes. Nous avons des appellations voisines de juristes d'entreprise. Il y a des titres généralistes. On entend généralement conseiller juridique, juriste, juriste d'affaires, assistant juridique, chargé des affaires juridiques, chargé de mission juridique, collaborateur juridique, juriste généraliste, juriste groupe. Ce sont des appellations assez généralistes qui englobent, donc qui permettent de regrouper toutes les fonctions juridiques. Quand on porte ce titre, on exerce toutes les fonctions, tout ce qui relève du juridique au sein de l'entreprise. Mais on a à côté des titres beaucoup plus précis et donc qui vont dépendre de la mission particulière assignée aux juristes au sein d'une organisation. Ce qui fait qu'on peut avoir plusieurs juristes au sein d'une même organisation, chacun ayant un rôle bien déterminé. Alors on peut avoir des appellations telles secrétaire juridique, chargé du contentieux, collaborateur juriste, spécialiste du droit, expert juridique, rédacteur juridique, juriste droit des sociétés, juriste contrat, juriste contentieux, juriste négociateur, juriste international, en tout cas selon la mission qui lui est assignée. Alors, quelle est la particularité du métier de juriste d'entreprise par rapport aux autres métiers juridiques? Faisons d'abord la comparaison du juriste d'entreprise avec le métier d'avocat. Le juriste d'entreprise, comme nous l'avons défini tantôt, est interne à l'entreprise. Il est au sein de l'entreprise et lié à l'entreprise par un contrat de travail. L'avocat, lui, il est externe à l'entreprise, il a son cabinet d'avocat à partir duquel il va faire ses prestations. Il peut être lié à l'entreprise par une convention d'assistance juridique et donc apporter son expertise juridique à l'entreprise, mais ne peut pas être considéré comme un juriste d'entreprise puisqu'il n'est pas interne à l'entreprise.
Pour être avocat, l'avocat est d'abord indépendant. Voilà pourquoi il ne peut pas être lié à l'entreprise par un contrat de travail, mais plutôt par une convention d'assistance qui permet de conserver son indépendance. Pour être avocat, il faut passer par la formation des avocats, CAPA avocat, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, faire un stage et être inscrit à l'ordre des avocats. Alors que pour être un juriste d'entreprise, il suffit d'un contrat de travail, ce qui n'est pas quand même aussi facile à obtenir parce que le processus de recrutement ne permet pas d'avance de savoir si on sera forcément retenu ou non. Ainsi, même s'il y a des différences, nous venons de noter des différences entre ces deux métiers, il y a des complémentarités qu'on doit noter. La complémentarité, juriste d'avocat et juriste d'entreprise et avocat doivent travailler ensemble à la protection des intérêts de l'entreprise. Comme point de complémentarité, nous voyons que l'entreprise, à un moment, a besoin des services d'un avocat, quand bien même elle a des juristes d'entreprise à l'interne. Pour des missions particulières, pour des procédures particulières, elle a besoin de recruter un avocat, d'avoir un conseil. Il existe une passerelle entre les professions de juristes d'entreprise et d'avocats dans d'autres pays. En France, par exemple, un juriste d'entreprise, après 8 années d'exercice, peut demander à s'inscrire dans un barreau pour devenir un avocat. On observe aussi certaines entreprises qui préfèrent recruter des avocats comme des juristes d'entreprise. Mais dans ce cas, vu que l'indépendance est une règle sacro-sainte pour l'exercice du métier d'avocat, quand on devient juriste d'entreprise, quand bien même on est avocat, on devient juriste d'entreprise, on perd sa qualité d'avocat. En tout cas, c'est suspendu pendant le temps qu'on est en entreprise. On ne peut pas être en entreprise être lié par un contrat de travail à l'entreprise et continuer par exercer en cabinet comme étant avocat. Le juriste d'entreprise est généralement l'interlocuteur privilégié également des avocats quand ils veulent rentrer en contact avec l'entreprise ou pour faire des points particuliers par rapport à l'évolution des dossiers, parce que juristes d'entreprise et avocats ont la même formation de base et parlent le même langage. Le juriste d'entreprise et le notaire maintenant. Le juriste d'entreprise, lui, c'est un conseiller juridique. Il est interne à l'entreprise, alors que le notaire est externe à l'entreprise. Le notaire, c'est un officier ministériel. Il est aussi conseiller juridique de l'entreprise, mais il ne peut avoir une bonne connaissance de l'entreprise puisqu'il ne peut pas, qu'il n'est pas un employé de l'entreprise. Il ne vit pas au quotidien les réalités de l'entreprise. Le juriste d'entreprise, quant à lui, il est interne à l'entreprise. Il va rédiger les actes pour l'entreprise, mais seulement il n'a pas de délégation de puissance publique pour authentifier ces actes. Nous voyons déjà les points de collaboration entre les deux professionnels. Le juriste d'entreprise a besoin du notaire pour l'authentification des différents actes, en tout cas à chaque fois que le besoin se fait sentir. Et le notaire a besoin du juriste d'entreprise comme interlocuteur privilégié. Le juriste d'entreprise et l'huissier de justice, c'est un peu la même chose, puisque le juriste d'entreprise est un interne à l'entreprise, employé à l'entreprise, l'huissier de justice externe à l'entreprise. Lui, le huissier de justice, sa fonction, c'est de signifier les actes et assurer l'exécution forcée. Si on peut résumer ça, il y a d'autres fonctions. Le huissier de justice peut aussi conseiller les entreprises, puisque c'est un juriste après tout. Il est lié à l'entreprise par un contrat de collaboration, ça qui peut être ponctuel ou permanent. Mais le juriste d'entreprise et l'huissier doivent collaborer ensemble parce que pour toute mission confiée à l'huissier de justice,
son interlocuteur privilégié doit être le juriste qui lui fournit les informations dont il a besoin pour la réussite de sa mission. Le juriste d'entreprise et le juge. Le juriste d'entreprise et le juge, la différence est encore plus perceptible parce que le juge, c'est un professionnel, c'est un magistrat qui siège au sein des juridictions pour trancher les litiges. Le juriste d'entreprise, il est au sein donc d'une entreprise et en cas de difficulté, il est appelé à saisir le juge. En cas de litige, il est amené parfois à saisir le juge par une action en justice. C'est donc dans le cadre d'une action en justice, que ce soit en défense ou en demande, que le juriste d'entreprise et le juge entrent en contact. Sinon, le juge ne peut pas avoir un contrat avec une entreprise puisque ses fonctions le lui interdisent. Le juriste d'entreprise et le consultant. Consultant, juriste. Il existe une différence entre les deux. Le consultant, c'est un professionnel indépendant. C'est un prestataire intellectuel indépendant qui peut aussi prester en matière juridique. Donc, donner des conseils, donner son assistance, être sollicité sur des questions particulières pour donner son avis. Il peut être lié à l'entreprise par un contrat ponctuel pour l'accompagner ou pour donner son avis par rapport à une question particulière. Alors que le juriste d'entreprise, lui, il est interne à l'entreprise. Nous n'avons pas besoin encore de rentrer dans les détails par rapport à cette question puisque nous l'avons amplement expliqué précédemment. Cependant, nous remarquons que le juriste d'entreprise est un métier de synthèse. Synthèse pourquoi? Parce que le juriste d'entreprise remplit pratiquement au moins une des missions qu'on a retrouvées auprès de tous les autres spécialistes du droit que nous avons cités tout de suite. Le juriste d'entreprise rédige les contrats. Dans ce cas, il remplit une mission de notaire entre griffes. Il rédige et signifie des actes de procédure. Alors, dans ce cas, il joue un peu le rôle d'huissier. Il va régler donc les litiges et dire le droit au sein de l'entreprise. Il est sollicité pour trancher les litiges quand il y a un problème. C'est le juriste spécialiste du droit qui est appelé à intervenir. Il joue dans ce cas le rôle de juge. Sa mission d'ailleurs principale est de conseiller et défendre et représenter l'entreprise dans les procédures. Dans ce cas, il joue le rôle d'avocat. Mais c'est un peu trop dire, le juriste d'entreprise a forcément besoin de ces 4 professionnels de droit pour réussir sa mission dans le cadre d'une collaboration assez étroite. On distingue différents types de métiers de juriste d'entreprise. En entreprise, ces différents métiers vont évoluer. On observe au premier niveau, le juriste d'entreprise expert. Il a une grande expertise en droit et il a la capacité à travailler en équipe. C'est pour ça d'ailleurs, il a été recruté. C'est à cause de son expertise qu'il a été recruté. Il peut évoluer vers le métier de manager d'équipe juridique. Dans ce cas, il lui faut des compétences managériales parce qu'il s'agit de manager, de gérer une équipe. Il lui faut aussi les compétences donc citées précédemment pour le juriste d'entreprise expert. Parce que avant d'être manager, il faut avoir été d'abord expert, donc maîtriser déjà son domaine. Ensuite, on peut évoluer vers le métier de méta-juriste. Là, on développe des compétences, en plus des compétences précédentes, il faut avoir des connaissances extra-juridiques. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se limiter à des connaissances purement juridiques, mais on apprend à aller au-delà, des connaissances en finance, des connaissances en gestion des ressources humaines. On apprend déjà à développer une vision transversale des différents métiers
de l'entreprise, de l'organisation de l'entreprise. Et cela peut nous mener encore au sommet de ce métier, donc avec l'occupation du poste de directeur juridique d'entreprise. Donc, le directeur juridique d'entreprise qui participe à la définition de la stratégie de l'entreprise. Le directeur juridique d'entreprise est censé avoir les compétences d'un expert juridique, avoir les compétences d'un manager d'équipe juridique, avoir les compétences d'un méta-juriste. Parlons maintenant du cadre juridique et déontologique d'exercice du métier de juriste d'entreprise. D'abord, le cadre légal. Cadre légal spécifique. La fonction de juriste d'entreprise est un métier assez récent, comme nous l'avons indiqué précédemment. Il n'est donc pas assez organisé, en tout cas particulièrement dans nos pays africains. Il y a très peu d'organisation par rapport à ce métier. Et donc, comme il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de réglementation spécifique. Au fil des ans, on assiste quand même à une reconnaissance de ce métier. Mais quand bien même il n'y a pas cette organisation, ce métier commence par s'imposer de lui-même et on comprend que le juriste d'entreprise est un métier assez important, nécessaire, vital même pour certaines entreprises. Alors, puisqu'il n'y a pas de règles particulières, voyons si dans un cadre légal général, il existe quand même des règles. Oui, il en existe puisque le juriste d'entreprise est avant tout un employé d'entreprise et étant un employé d'entreprise, il est soumis aux règles qui s'appliquent à tout employé, en tout cas qui s'appliquent au contrat de travail. Alors, sa relation avec l'entreprise est régie par le Code du travail. Elle est régie également par les tests réglementaires, les conventions collectives, le règlement intérieur, le contrat de travail lui-même. Puisque les clauses du contrat, le contrat de travail, c'est la loi des parties. Voyons maintenant le cadre déontologique. D'abord, dans la définition de la déontologie, on nous dit que déontologie égale règles ou devoirs régissant la conduite à tenir pour les membres d'une profession. Oui, règles ou devoirs régissant la conduite à tenir pour les membres d'une profession. Mais avant de disposer de ces règles déontologiques, il faut disposer d'un minimum d'organisation. Or, comme nous l'avons dit, dans la plupart de nos pays, notamment au Togo par exemple, il n'existe pas de texte déontologique faute d'organisation de la profession de juriste d'entreprise. Néanmoins, on ne peut pas dire que la pratique de la profession est alors laissée à elle-même ou à l'anarchie. Non, toute pratique de profession implique toujours le respect d'un certain nombre de règles. Nous pourrons donc nous inspirer de nos devanciers des autres pays, notamment les pays développés comme on les appelle, les pays européens, notamment la France, dont on a hérité beaucoup de textes. En nous inspirant, nous pouvons rappeler quelques règles déontologiques. Alors, quelques règles déontologiques de la profession de juriste d'entreprise. Les règles applicables, par exemple, aux différentes missions de juriste d'entreprise. Cette règle nous dit, je cite, « Le juriste d'entreprise participe activement, grâce à sa compétence spécifique, à la marche des affaires de l'entreprise. Il partage les valeurs éthiques de l'entreprise et contribue à l'édification et à la poursuite des stratégies et objectifs de celle-ci, dans le respect de son intérêt social, ainsi que des lois et règles applicables. Il promeut le droit, les principes éthiques des affaires
et de responsabilité sociale et environnementale à la fois au sein de l'entreprise et dans les rapports de celle-ci avec les tiers. Il est un acteur essentiel de la conformité des activités de son entreprise aux droits et règles applicables. Quant à ce qui concerne l'indépendance et les principes généraux, le juriste d'entreprise exerce sa fonction de professionnel du droit avec l'indépendance d'esprit inhérente à la pratique de sa profession. Cette indépendance se manifeste notamment par la capacité d'émettre librement des avis juridiques et des recommandations au sein de l'entreprise. Il agit avec conscience, intégrité, probité et loyauté dans le respect de la dignité de sa profession. Il faut le reconnaître par rapport à cette question d'indépendance que le juriste d'entreprise est dans une position assez délicate par rapport aux autres professionnels de droit. Pour ces derniers, l'indépendance est acquise à partir du moment où ils exercent de façon extérieure à l'entreprise, ils disposent de leur propre cabinet et n'interviennent en entreprise que dans le cadre de contrats d'assistance ponctuelle ou permanente. Alors que le juriste d'entreprise, il est bien un employé de l'entreprise qui vit les réalités de l'entreprise tous les jours et lié par un contrat de travail, lequel par définition le place dans une position de subordination et donc qui reçoit des instructions de ses supérieurs. Alors on se demanderait aisément, qu'adviendrait-il si le juriste d'entreprise, dans son rôle, dans sa mission de protéger l'entreprise ou de lui éviter les risques, certains risques, s'opposait à la décision prise par l'administration ou plutôt posait son veto? Est-ce que le juriste d'entreprise finirait par céder parce que l'employeur ou son supérieur hiérarchique lui demande? La question est tout à fait non. C'est en cela que la délicatesse de l'exercice de ce métier se fait jour. Parce que pendant qu'on est subordonné, dans le cadre du contrat de travail, on doit garder son indépendance d'esprit et pouvoir dire avec exactitude ce que les lois et les textes recommandent. Le juriste d'entreprise doit donc veiller à cela, à ne pas céder aussi facilement, mais cela ne va pas se transformer en une opposition par principe où il s'opposerait à toute décision, mais cela doit être justifié par le respect des règles, le respect des tests et par le souci d'éviter à l'entreprise des problèmes et des risques inutiles. Quant à ce qui concerne les conflits d'intérêts, le juriste d'entreprise doit s'abstenir de se mettre en situation de conflit d'intérêts. Il doit déclarer à son employeur toute situation qui serait susceptible de créer un tel conflit. Dans un tel cas, il peut demander à être déchargé de tout ou partie de la mission qui lui est confiée en ayant recours au service de notre juriste, libre de tout conflit d'intérêts. L'intégrité et la probité est une marque de fabrique du juriste d'entreprise, ou devrait être la marque de fabrique du juriste d'entreprise, qui doit veiller dans sa mission à respecter un minimum de probité et se tenir à l'écart de toute situation qui pourrait entamer son image et le mettre dans une situation inconfortable. Le juriste d'entreprise doit donc apprendre à révéler toute situation de conflit susceptible de le mettre en conflit d'intérêt par rapport à la mission qui lui est confiée ou par rapport à un dossier particulier. Exemple, si on confiait au juriste d'entreprise la mission de recouvrement d'une créance d'une créance de l'entreprise que l'entreprise détient sur l'un de ses débiteurs et que ce débiteur se révélerait être un parent du juriste d'entreprise et qui se voit dans l'impossibilité d'accomplir cette mission, il doit révéler cette situation à son employeur ou
à son supérieur hiérarchique qui lui a confié la mission, en sorte qu'il puisse être déchargé, parce qu'il ne pourrait pas, bien évidemment, dans ces conditions, remplir sa mission avec le minimum d'indépendance et d'efficacité qui est attendu de lui. Le juriste d'entreprise est appelé dans sa mission à donner des avis, des conseils et des solutions. C'est pour ça d'ailleurs, il a été recruté. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a été recruté. Cela fait partie de sa fiche de poste. Et donc, ces avis, ces conseils, ces solutions doivent être rendus dans les règles de l'art. Ainsi, selon la règle déontologique, le juriste d'entreprise s'attache à la qualité, à la pertinence, l'objectivité et la clarté de ses avis et conseils, ainsi que des solutions qu'il préconise. Dans le cadre de ses missions, il évalue, anticipe et s'efforce de prévenir les risques juridiques, notamment contractuels et éthiques, liés aux activités de son entreprise dans le contexte national ou international. Son pragmatisme associé à sa connaissance du droit, à son sens de l'éthique et à son souci constant de l'intérêt de son entreprise contribue au juste équilibre entre les objectifs opérationnels et stratégiques et les contraintes juridiques de l'entreprise. Voilà pour ce qui concerne donc le cadre déontologique de l'exercice de ce métier, ce qui nous permet de parler maintenant de la culture juridique d'entreprise, notamment le cadre juridique interne donc d'exercice de ce métier. La culture juridique d'entreprise, c'est une donnée à appréhender. Elle est à appréhender parce que ce n'est pas aussi évident de comprendre de quoi l'on parle quand on parle de culture juridique d'entreprise. Mais nous dirons que la culture juridique d'entreprise indique la place des questions juridiques au sein d'une entreprise. Et un nouveau juriste qui vient d'être recruté, qui vient d'être embauché dans une entreprise, doit être particulièrement attentif au rôle qui est assigné à la fonction juridique ainsi qu'aux moyens alloués à celle-ci. C'est ce qui lui permet de savoir quel est son positionnement actuel et quel positionnement il serait en train de rechercher. Parce que tout est question en réalité de positionnement. Mieux on est positionné, mieux on est écouté, mieux les avis sont pris en compte et cela aide au développement de l'entreprise. Mais quand on a un positionnement assez négligeable, on est réduit donc à des fonctions résiduelles qui, après tout, ne sont pas assez visibles et ne permettent pas de jouer correctement son rôle de juriste d'entreprise. Les caractères de la culture d'entreprise. Alors, il y a d'abord un élément psychologique. Quand on parle de culture d'entreprise, on évoque un élément psychologique. C'est quoi? C'est l'idée d'une croyance commune et de partage de valeurs. La culture d'entreprise part d'abord donc de cet élément psychologique, l'idée d'une croyance commune, et c'est d'abord un élément psychologique. On est de façon, les employés d'une organisation ou d'une entreprise forment une communauté et ensemble, dans le cadre de cette communauté, il y a une idée de croyance qui peut naître. Et cette idée de croyance, dans ce cas précis, porte sur la place du juridique dans l'entreprise, la place du droit dans l'entreprise. Quelle est la valeur, quelles sont les valeurs qui sont observées dans cette entreprise? Et donc, cela part donc de cette façon commune de voir les choses. Il existe aussi un élément temporel. La culture d'entreprise ne peut se construire que dans le temps. Donc, il y a donc la durée. La culture d'entreprise ne va pas se construire en 1 ou 2 jours, en 1 semaine ou 2 semaines. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail pour pouvoir amener les employés, les collègues à adopter une certaine façon. C'est beaucoup de temps qu'il faut pour réussir à imposer une certaine image qui pourra redorer le blason donc du métier que l'on exerce au sein de l'organisation, notamment le métier de juriste d'entreprise. Il existe un dernier élément, l'élément matériel.
la culture d'entreprise va se remarquer dans les méthodes de travail et de communication et dans les comportements. Quelle est l'attitude du service communication par rapport au juridique? Est-ce que le service communication pense que le service juridique est un centre de coût, qu'ils sont là que pour les dépenses, qu'ils sont là que pour créer des difficultés, qu'ils sont là que pour les empêcher de faire correctement leur boulot, ou bien ils pensent plutôt que c'est un partenaire avec qui il faut composer pour réussir à bien les missions qui leur sont à tous confiées. Donc c'est là que se remarque l'élément matériel. Alors, comment se manifeste la culture d'entreprise? La culture d'entreprise va se manifester à travers 4 éléments. D'abord, on va le remarquer à travers l'importance du rôle de la fonction juridique. Rien qu'à voir le cahier de charge du juriste d'entreprise, on peut savoir quelle est l'importance du rôle qui lui est confié au sein de la fonction juridique. Quand vous entrez dans une organisation où le juriste d'entreprise est perçu comme chargé, comme une personne chargée du contentieux, c'est assez réducteur parce que une telle organisation, vous comprendrez que la culture juridique d'entreprise, de cette entreprise n'aura pas permis de donner une bonne image du juriste d'entreprise. Et donc, il resterait donc du travail à faire. La culture d'entreprise aussi se manifeste à travers le niveau d'expertise des juristes d'entreprise. Oui, nous évoquions tantôt la place du juriste au sein d'une organisation. Cette place doit se mériter. Quel est le niveau d'expertise des juristes d'entreprise? Est-ce qu'ils ont les compétences nécessaires ou ils se rendent assez disponibles ou ils ont les connaissances nécessaires, les compétences nécessaires pour répondre aux sollicitations des autres directions opérationnelles? La culture juridique d'entreprise va se manifester à travers les outils, les moyens mis à la disposition du service juridique également. Plus on reconnaît le rôle du juriste d'entreprise et on reconnaît son expertise, on mettra les moyens et les outils nécessaires à sa disposition pour bien remplir sa mission. Enfin, quatrième élément de manifestation, en tout cas quatrième moyen de manifestation de la culture juridique d'entreprise, c'est l'imprégnation du droit dans les comportements et les réflexes des non-juristes. Est-ce que les autres collègues des autres directions opérationnelles font attention aux risques juridiques? Est-ce qu'ils demandent systématiquement l'avis du juriste avant d'entamer telle ou telle opération? Est-ce qu'ils remplissent leur mission en faisant attention aux règles juridiques, aux tests, aux lois, à la jurisprudence? Est-ce qu'ils s'en soucient ou bien tout se fait comme s'il n'y avait aucune règle à respecter? Voilà donc les 4 éléments qui permettent de mesurer le niveau de culture juridique, de la culture juridique dans une entreprise. Alors, la culture juridique d'entreprise est donc extrêmement variable d'une entreprise à une autre. C'est clair. Elle dépendra de l'entreprise considérée. La culture juridique d'entreprise ne s'obtient et ne se développe que par un climat et un esprit de mise à niveau continu des connaissances. Le juriste d'entreprise doit éduquer, doit former ses collègues, les habituer aux tests, leur apprendre à comprendre que les tests, les règles, les lois ne sont pas là comme des contraintes, mais plutôt des moyens, des opportunités de mieux faire et même de pouvoir accroître sa position par rapport à la concurrence. Mieux on maîtrise les règles et on les respecte, mieux l'entreprise est respectée et son image ne fait que grandir. Elle est encore plus reluisante et elle peut prétendre à beaucoup d'autres choses que ses concurrentes ne peuvent pas. Elle peut intégrer des marchés que ses concurrentes ne pourront pas. Voilà quand on fait
du juridique, de la fonction juridique, un partenaire. Voilà, quand on fait des tests et des lois, des partenaires, on arrive à développer plutôt, à trouver des opportunités au lieu des contraintes. Alors, comment développer donc cette culture juridique d'entreprise? On peut développer la culture juridique d'entreprise en tenant compte des caractéristiques de l'entreprise. Quand on parle de caractéristiques de l'entreprise, on évoque 3 éléments principaux. D'abord, la taille de l'entreprise. La taille, c'est un facteur de complexification du juridique. Une SARL, SARL, Société à responsabilité limitée, n'aurait pas la même exigence légale, n'a pas le même cadre juridique qu'une société anonyme, qu'une société par action simplifiée ou une entreprise individuelle. Et donc, la taille également, plus l'entreprise est grande, plus le droit va se complexifier parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à régir. Nous avons, surtout quand l'entreprise vient à varier ses activités, il faut s'assurer que la nouvelle activité entreprise par l'entreprise n'est pas réglementée ou qu'elle est réglementée et voir toujours comment s'adapter. Et comment éduquer les commerciaux, comment éduquer les comptables, comment amener chaque acteur à comprendre les règles et à s'y adapter. Cela amène donc à la taille donc est un élément qui permet de pouvoir développer la culture juridique d'entreprise. C'est un levier pour le développement de la culture juridique d'entreprise. Un autre facteur, une autre caractéristique, c'est quoi? C'est la nationalité. Selon les pays, les règles peuvent être différentes. Donc, selon le pays dans lequel on se trouve, on fera plus ou moins attention. Aujourd'hui, on parle des paradis fiscaux, des pays où les règles fiscales seront beaucoup moins rigoureuses, seraient beaucoup moins rigoureuses que d'autres. Et donc, selon qu'on se trouve dans un tel pays ou dans un autre où les règles sont rigides, il y aura toujours des actions à mener pour asseoir une culture juridique d'entreprise adaptée. La culture juridique d'entreprise va dépendre également du secteur d'activité de l'entreprise. Est-ce que c'est un secteur réglementé ou non? Le secteur bancaire, par exemple, est un secteur réglementé. Le secteur de l'assurance est un secteur assez réglementé. Et par rapport à d'autres domaines où on ressent moins la contrainte des règles à respecter. Donc, ce sont des éléments dont il faut tenir compte quand on veut développer la culture juridique d'entreprise. On peut développer également la culture juridique d'entreprise en prenant appui sur son service juridique lui-même. Alors, la personnalité du directeur juridique ou du responsable juridique est de prime abord prise en compte. Pourquoi? Le responsable de juridique d'entreprise est le porteur de l'image du juridique. C'est lui qui véhicule l'image du juridique. Comment il se comporte? Est-ce qu'il est laxiste? Est-ce plutôt il est imbuté? Est-ce qu'il est trop exigeant? Est-ce qu'il se comporte en expert ou bien en manager, en partenaire juridique ou bien est-ce qu'il se comporte comme s'il était dans un cabinet juridique? Tout dépendra. Et quelles sont les actions qu'il entreprend à l'endroit de ses collègues pour les amener à s'intéresser au respect des règles juridiques. Cela peut être assez intéressant. Donc, l'image du directeur juridique compte. Les compétences également des équipes juridiques comptent. Elles doivent être compétentes. Et pour être compétent, il faut se former. Il faut amener les juristes à se former selon les besoins de l'entreprise, à se former selon les risques encourus par l'entreprise, selon les spécialités de l'entreprise, amener les juristes à se former, à se recycler et à apprendre davantage, à être à jour par rapport aux différentes connaissances à employer, dont ils ont besoin pour réussir leur mission. Ainsi,
C'est au directeur juridique de définir les piliers de cette culture à travers sa vision, en responsabilisant les clients internes. Parce que oui, il s'agit des clients internes. Tous les collègues, tous ceux qui viennent à solliciter ont besoin du juridique sont des clients internes. Nous parlons en termes de marketing. Nous le verrons d'ailleurs dans un autre module. Et donc, il doit prendre à responsabiliser les clients internes et en leur déléguant certaines tâches à faible valeur ajoutée. Qu'est-ce que cela veut dire? Le directeur juridique doit apprendre à décentraliser, à apprendre à amener, à former, en tout cas en amenant les autres collègues, supposons de la direction commerciale, à préparer eux-mêmes des contrats avec quelques garde-fous, en mettant à leur disposition des modèles de contrats, modèles de tests, modèles de règles à respecter. Cela les amène à s'habituer, à intégrer la culture juridique, cela amène à développer la culture juridique, cela amène à créer un cadre où chacun se voit impliqué. Le juridique n'est plus mystique, le juridique n'est plus un tabou, le juridique devient un outil de travail de chaque jour. Le directeur juridique va aussi anticiper par les formations auprès de tous les acteurs de l'entreprise afin de rendre possible cette délégation. On ne se lève pas donc un beau jour et on délègue les différentes tâches. On dit aux commerciaux, oui, commencez désormais par rédiger vos contrats. Commencez par rédiger les contrats dont le montant est inférieur à 1 million. Commencez par... Non, cela se passe à la suite de nombreuses formations où le juriste va opérer des transferts de compétences, va former les directions opérationnelles, les collègues, à des réflexes, à des aptitudes qui leur permettront de se sentir beaucoup plus à l'aise dans les délégations, dans cette délégation de tâches. Et enfin, il doit apporter aux opérationnels un outil d'aide à la décision, donc par l'analyse et la mesure des risques contrebalancés par les avantages escomptés. Le juriste doit être toujours là pour mettre sur la balance les avantages, les avantages poursuivis, le bénéfice poursuivi, les profits escomptés et les risques juridiques, et doit pouvoir orienter, donner son avis, conseiller par rapport à la bonne attitude à donner. Il doit s'impliquer, puisque c'est pour cela qu'il est juriste de l'entreprise, intégré à l'entreprise, et donc il va apprendre à être un réel partenaire, un réel collaborateur, un réel ami, donc de tous les jours, de toutes les opérations, et leur donner ainsi envie de venir à lui à chaque fois qu'une situation se présente. Alors, cela lui évitera d'être un sapeur-pompier qui n'interviendra que lorsqu'il y a des problèmes, mais il pourra agir en amont et pouvoir prévenir les différentes difficultés. Chers participants, nous venons donc à la fin donc de ce premier module par lequel nous avons appris donc développer, nous avons appris davantage donc sur ce métier de juriste d'entreprise. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour la suite dans le cadre du deuxième module. Merci.